Bonjour à tous, je vous propose une nouvelle vidéo sur les fonctions affines. On est sur l'exercice 26 qui est dans le livre au chapitre des fonctions affines. Je vous laisse trouver ça, prendre l'exercice sous les yeux si vous souhaitez. Et on va essayer de retrouver l'expression d'une fonction affine qui s'appelle g dans l'exercice 26. Et on va retrouver cette expression avec seulement comme indice deux points par lesquels passe la représentation graphique de cette fonction. Donc les fonctions, on en a bien parlé dans le chapitre précédent, on est capable de les dessiner quand on a la formule qui correspond. Et donc on est capable de dessiner une courbe, et dans le cas des fonctions affines, on obtient une courbe particulière, on obtient une droite. D'accord ? Donc on ne sait pas exactement à quoi va ressembler cette droite, en dehors du fait qu'elle va passer par les points A de coordonnées 2, moins 7, et par le point B de coordonnées moins 1, 8. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, moi j'aime bien renoter les informations importantes de l'énoncé sur mon cahier, ce qui m'évite de devoir faire des allers-retours visuels entre le livre ou l'énoncé et ce que nous on est en train d'écrire. Ça va vous permettre de gagner du temps et surtout de vous concentrer sur les informations importantes qui du coup seront directement sur votre cahier. Particulièrement au lycée l'année prochaine où les exercices vont devenir de plus en plus velus, de plus en plus conséquents. On doit retrouver dans la question 1 le coefficient directeur de la droite représentant la fonction g. Donc on nous rappelle dans cette question que la fonction g, puisqu'elle est affine, c'est une droite qui va être sa représentation graphique. Moi je vais en profiter pour remettre ici du coup la formule d'une fonction affine de manière générale. Donc si elle s'appelle g, on va avoir g de x qui est égal à mx plus p, d'accord ? Donc ça sera du type mx plus p avec m et p deux nombres quelconques. Et ce qu'on nous demande ici, donc, c'est de retrouver le coefficient directeur. Et je rappelle que le coefficient directeur, c'est m. Alors c'est pas m le coefficient directeur parce qu'il apparaît en premier dans la formule, c'est parce que c'est le nombre qui accompagne le x. D'accord ? X est multiplié par un nombre, le coefficient directeur, et du coup ici on l'a appelé m. Je vais faire, même si on n'est pas obligé, un petit schéma rapide et relativement moche, juste pour globalement visualiser ce que j'ai sous les yeux, ce que je suis censé avoir sous les yeux si mon graphique était présent. Donc je vais dessiner très rapidement un petit graphique. Je mets pas les unités, rien du tout, juste les flèches, bon, parce que c'est peut-être le minimum, et puis placer très vite fait les points pour voir globalement à quoi ça ressemble. Donc j'ai mon premier point de coordonnées 2, moins 7, donc 2, moins 7, c'est quelque chose à peu près comme ça, 2 d'abscisse, moins 7 d'ordonnées, et puis j'ai le point B qui est de coordonnées moins 1, 8, donc moins 1 un peu à gauche et 8 plutôt en haut. Donc voilà mon point B. Voilà, c'est pour qu'on ne soit pas totalement surpris et puis qu'on visualise globalement à quoi ressemblent les données de l'énoncé en réalité. Je peux également tracer la droite AB. En revanche, ne vous fiez pas trop au point d'intersection qu'elle possède avec les axes. J'ai vraiment dessiné presque totalement au pif. Donc si elle passait par l'origine, ne vous dites pas « Ah, elle passe forcément par l'origine ». C'est un dessin qui est moche. Il n'y a rien qui est droit, les points sont pas au bon endroit, etc. En revanche, il y a certaines choses qu'on peut quand même déduire de ce petit dessin approximatif. Notamment la droite, plus on va vers la droite, plus elle descend. Donc si on voulait parler de la pente de cette droite, du coefficient directeur de cette droite, je rappelle, les deux sont liés, la pente elle est plutôt négative, on descend, et donc le coefficient directeur, m, c'est un nombre qui est censé être négatif, vu notre dessin. Et là, il faudrait quand même une sacrée imprécision pour qu'on se soit trompé. Donc, quelle que soit la recherche et les calculs que vous allez faire pour trouver le coefficient directeur, soyez attentifs. Si vous tombez sur autre chose qu'un nombre négatif, vous êtes certainement trompé. Le coefficient directeur, la pente, on a essayé de l'expliquer dans la dernière vidéo comme étant un rapport entre deux longueurs.
la première, le numérateur donc, qui est une longueur en termes d'altitude, de hauteur, et une deuxième valeur, le dénominateur, du coup, qui serait une longueur parcourue à l'horizontale. Et donc en fait, imaginez-vous comment mesurer la pente d'une colline, d'une montagne. Le mieux qu'on ait trouvé pour l'instant, c'est d'exprimer ce qu'on arrive à grimper en termes d'altitude par rapport à une longueur parcourue à l'horizontale. Et donc si, en parcourant 100 mètres à l'horizontale, on grimpe de 2 km, on va se dire « Oh là, la pente elle est très forte ». Alors que si en parcourant 100 mètres au sol, on arrive à grimper de 4-5 mètres, là on va se dire la pente elle est ridicule. Et donc on fait une division entre ce qui a été parcouru en hauteur, en termes d'altitude, divisé par ce qui aura été parcouru à l'horizontale. Et donc on a noté ça de manière assez courte la dernière fois. Le coefficient directeur m, on le trouve en mettant en division une différence d'altitude, d'ordonnée quelque part, donc delta y, divisé par une différence à l'horizontale, en abscisse, delta y sur delta x. Et ces deux différences, on va les prendre à partir de 2 points dont on connaîtrait les coordonnées. Et ça tombe bien, on les a. Donc la différence en y, le delta y, on le dit comme ça, on va regarder les valeurs d'ordonnées du point A et du point B. Et généralement, on prend celui de droite moins celui de gauche. Bon, à la limite, on s'en fiche. Ce qui compte, je vous l'avais dit la dernière vidéo, c'est de garder le même ordre pour le numérateur et pour le dénominateur. Donc ce que je vais faire ici, moi, c'est appliquer la formule bête et méchante que j'ai apprise en 3e. Je vais faire YB moins YA sur XB moins XA. Donc vous voyez que je mets le B en premier et le A en second, mais en revanche, je le fais au numérateur et au dénominateur de la même façon. Je monte un peu ma feuille. Et je vais remplacer donc les valeurs littérales de ce calcul par les valeurs chiffrées. YB, c'est 8. YA, c'est moins 7. Donc attention, ça fait 8 moins 7. Et au dénominateur, on a XB moins XA. XB, c'est moins 1. Moins XA c'est 2. Pour ce calcul, du coup, 8 moins 7, ça fait 8 plus 7, c'est-à-dire 15. Et moins 1 moins 2, ça fait moins 3. Et donc on va simplifier cette fraction en un nombre entier. 15 divisé par moins 3, ça donne un nombre négatif. Et 15 divisé par 3 en particulier, ça fait 5. Donc on est à moins 5. Le coefficient directeur de la droite qui représente la fonction g, c'est moins 5. Une manière, je pense, très claire de comprendre ce que c'est que ce moins 5, c'est, quand on parlait de pente tout à l'heure pour une colline ou pour une montagne, comment on va pouvoir interpréter ce moins 5, c'est partir du principe qu'on est à un endroit sur la colline, sur la pente, et on souhaiterait avancer de 1 mètre à l'horizontale. D'accord ? S'imaginer 1 mètre plus loin à l'horizontale. Une fois que c'est fait, le moins 5, c'est ce qu'il aura fallu parcourir en termes d'altitude pour rejoindre la colline. Donc, je dessine un petit peu une colline, vite fait. Voilà une colline. On est à cet endroit-là. D'accord ? On se dit, tiens, et si j'avançais de 1 mètre ? D'accord ? On fixe le 1 mètre, c'est important. Et du coup, le moins 5, alors là, ça ne sera pas moins 5 sur mon dessin, mais le coefficient directeur, ça va être ce qu'il faut parcourir en ayant avancé de 1 mètre à l'horizontale. Le coefficient directeur, c'est ce qu'il faut parcourir à la verticale pour rejoindre la colline, la pente. Et donc ce nombre-là, c'est m. Et sur mon dessin, il est négatif puisqu'il descend. Et donc, comment sur le dessin répondre à la question 2, puisqu'ils disent vérifier graphiquement ce résultat,
Sur un dessin que vous aurez fait proprement cette fois sur une feuille à carreaux, vous allez placer le point A, vous allez placer le point B, et vous allez vérifier qu'en vous plaçant à n'importe quel point de la droite, quand vous avancez, je vais prendre vraiment un point pif, quand vous avancez de 1 à l'horizontale, vérifiez que vous descendez bien de 5, puisque le coefficient directeur c'est moins 5 ici. Donc je répète ça en prenant un point bien lisible de votre droite, en avançant de 1, est-ce que vous devez bien descendre de 5 pour retomber sur la droite? Si c'est le cas, c'est qu'on ne s'est pas trompé et que le coefficient directeur c'est bien moins 5. Si c'est pas le cas, soit on s'est trompé dans nos calculs, soit vous avez mal fait votre dessin. On va continuer cet exercice un peu plus loin que les questions qu'il pose lui. Dans l'exercice 26, on est juste censé trouver le coefficient directeur de la droite et vérifier si sur le graphique ça correspond ou pas. Donc, a priori, on ne s'est pas trompé. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse plus que trouver le coefficient directeur. Je vous rappelle qu'une fonction affine, son expression, c'est g de x égale m fois x plus p, avec m le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine. Donc nous, on a trouvé le petit m. Donc, notre fonction g, quelque part, on peut l'écrire mieux maintenant. On peut écrire que g de x, on sait que c'est moins 5x plus petit p. Et ce petit p, l'ordonnée à l'origine, pour l'instant, on la connaît toujours pas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est justement essayer de retrouver cette valeur de p, non pas graphiquement, parce que sur votre dessin, effectivement, elle est facile à trouver, je pense, cette valeur-là, mais plutôt par le calcul, avec une méthode un peu générale qui marcherait à tous les coups, y compris quand soit le dessin n'est pas faisable, peut-être, soit le dessin est dur à lire, soit même peut-être la valeur de cette ordonnée à l'origine est vraiment compliquée. Donc on va essayer de trouver une méthode qui fonctionne à chaque fois, et pour ça on va faire quelques petits rappels. Quand on dessine la représentation graphique d'une fonction, en gros ce qu'on fait c'est un tableau avec 2 lignes ou 2 colonnes. Moi je vais faire 2 lignes pour que ça soit plus lisible. On a une première ligne avec des x qui vont être les abscisses, et on a une deuxième ligne avec les g de x qui vont être les ordonnées, donc les images de x par la fonction g de x, qui vont être les ordonnées. Et donc dans ce tableau-là, on choisit quelques valeurs de x, et quand on connaît la formule, on trouve les images qui correspondent à ces valeurs choisies de x. Donc je peux mettre des valeurs au pif, moins 2, moins 1, 0, 1, 1,5, etc. On peut choisir complètement d'autres valeurs, c'est totalement arbitraire. Mais par contre, quand on connaît la formule, quand on connaît l'expression de g de x, du coup on peut trouver les images qui correspondent. Et une fois que ce tableau est fait, on peut commencer le dessin parce que la représentation graphique d'une fonction, c'est l'ensemble de tous ces points qui tombent ici. Toutes les coordonnées qui tombent ici. Donc on va avoir moins 2, et puis l'image de moins 2. On va avoir moins 1 avec l'image de moins 1. 0 avec l'image de 0, etc. Et donc en fait, ce qu'on a systématiquement, c'est des points avec des coordonnées du style x, g de x. D'accord ? En gros, un nombre et l'image de ce nombre. Et si vous mettez bien ça comme coordonnées pour vos points, et que vous en faites suffisamment, vous allez voir apparaître au fur et à mesure la représentation graphique de la fonction g. C'est très important comme phrase, même si le concept n'est pas simple. Qu'est-ce que c'est que la représentation graphique d'une fonction ? Comment on représente une fonction sur un papier, sur un graphique, en essayant d'avoir le maximum de points de ce style-là. Un nombre, l'image de ce nombre. Et donc nous, quand on en a dessiné un petit peu pendant le confinement, c'était ça qu'on faisait, on avait un tableau avec un certain nombre de valeurs de x, et puis on calculait les images de ces valeurs-là. Et ça nous faisait plein de petits couples de coordonnées qu'on essayait de placer dans un repère. Et donc c'est très important comme concept. Un point
il appartient, un point quelconque, il appartient à la représentation graphique de la fonction g uniquement si ses coordonnées, elles respectent ça. Le fait que l'abscisse, ça soit un nombre, mais que l'ordonnée, ça soit l'image de ce nombre. Donc je vais répéter ça. Un concept extrêmement important, c'est qu'un point quelconque, il appartient à la représentation graphique d'une fonction g uniquement si ses coordonnées respectent ça. Le fait que son abscisse, x, on la retrouve ici en ayant l'image de cette abscisse-là. Plus exactement, si l'ordonnée du point, c'est l'image de son abscisse. Donc je vais le noter en toutes lettres. M appartient à la courbe représentative de la fonction g uniquement si son ordonnée, donc je vais mettre ym, l'ordonnée du point M, est l'image de xm par la fonction g. Donc ça pourrait être un bon moyen de vérifier si un point appartient à la courbe de la fonction g. Et ça va être aussi vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire que si un point appartient à la courbe de g, d'accord ? Si un point appartient bien à la courbe de g, si on sait qu'il appartient, alors forcément, ym, ça sera l'image de xm. Donc je vais l'écrire dans l'autre sens. Là, on a mis m appartient à la courbe uniquement si les coordonnées respectent bien l'histoire d'image. Et on va pouvoir l'écrire dans l'autre sens aussi. Si un point, on sait qu'il appartient à la courbe, alors forcément, ym est l'image de xm par la fonction g. Je vous invite, si vous n'êtes pas trop fatigué, à vraiment comparer ces deux phrases où on a l'impression que j'ai écrit exactement la même chose. Et c'est de la logique pure. Prenez le temps de réfléchir à ça, prenez le temps de repenser à ce qu'on avait vu en début d'année avec l'histoire de s'il pleut, alors le sol est mouillé, etc. Donc toute l'histoire de réciproque, machin. Prenez le temps de bien relire ces phrases et de comprendre vraiment à l'intérieur de vous en quoi elles sont différentes et du coup ce qu'elles signifient aussi chacune d'entre elles. Nous, ce qu'on va utiliser ici, c'est la deuxième. D'accord ? On va utiliser la deuxième parce que des points qui appartiennent à la courbe de G, nous, on en connaît déjà deux. Alors, je vais prendre le premier. On sait que le A, il appartient à la courbe de G, parce que dans l'énoncé, il y a marqué que la fonction affine G passe par les points A et B. Donc, il passe par le point A. Donc, je vais rappeler, justement, je vais dire, on sait que A, puis je vais rappeler ses coordonnées, 2 moins 7, il appartient à la courbe de G. On le sait, c'est marqué dans l'énoncé. Et donc s'il appartient à la courbe de G, donc c'est ce qu'on a écrit juste au-dessus, alors son ordonnée est l'image de son abscisse par la fonction G. Donc, je peux l'écrire en toutes lettres, moins 7 est l'image de 2 par la fonction g. Et ça, on peut l'écrire plus rapidement avec le langage mathématique. L'image de 2, par g, c'est g de 2. Et l'image de 2 par g, on vient de dire que c'est moins 7. Donc g de 2 égale moins 7. N'hésitez pas non plus à mettre sur pause ici,
la traduction entre cette ligne-là et cette ligne-là, elle est très très importante, il faut que vous la compreniez. Donc prenez 10-15 secondes de pause pour être bien sûr de vous-même savoir faire cette traduction. Moins 7 est l'image de 2 par G, il faut pouvoir le traduire assez rapidement en G de 2 égale moins 7. Je vous laisse mettre sur pause si besoin, et moi je continue. G de 2, on ne sait pas grand-chose dessus. Mais quand même, tout à l'heure, ici, on avait réussi à écrire que déjà c'était une fonction affine, donc ça ressemble à ça, et puis on a trouvé le coefficient directeur quand même. Donc on sait que G de x, sous-entendu G de n'importe quelle valeur, c'est égal à moins 5 fois cette valeur, plus P. Donc je répète, G de n'importe quelle valeur est égal à moins 5 fois cette valeur, plus P. Nous, c'est pas n'importe quelle valeur qu'on veut, c'est 2. Donc G de 2 sera égal à moins 5 fois 2 plus P. Et c'est exactement ce que je vais écrire. Au lieu d'écrire G de 2 ici, je vais écrire moins 5 fois 2 plus P, parce que c'est la formule qu'on a écrite ici juste au-dessus du tableau. Donc au lieu d'écrire G de 2, j'écris moins 5 fois 2 plus P, c'est la même chose. Et ça doit être égal à moins 7. Et en fait, j'ai juste une petite équation dans laquelle il y a une inconnue, P, et ça tombe bien parce que j'aimerais bien le trouver. Donc je vais terminer ça. Moins 5 fois 2, ça fait 10. Moins 10, pardon. Moins 10 plus P égale à moins 7. J'ai envie de garder le P tout seul à gauche, donc je vais faire plus 10 de chaque côté. P va se retrouver tout seul, c'est parfait. Et moins 7 plus 10, ça fait 3. Et je pense que c'est l'ordonnée à l'origine que vous aviez pu lire tout à l'heure sur votre graphique. Donc voilà une très jolie méthode pour trouver l'ordonnée à l'origine d'une fonction affine dont on a déjà le coefficient directeur. Je répète ça. Voilà une jolie méthode, ce que j'ai écrit en bleu ici, à l'aide des propriétés que j'ai écrites en rouge juste au-dessus. Voilà une jolie méthode pour trouver l'ordonnée à l'origine d'une fonction affine dont on a déjà le coefficient directeur. Je vous laisse là-dessus. Je vais vous mettre sur Discord, donc le lien avec cette vidéo évidemment, et puis des exemples d'exercices du même style sur lequel je vous conseille vraiment de vous entraîner. C'est pas un exercice facile, je pense, au début, mais avec la vidéo à côté de vous, ça devrait aller. Et puis si c'est pas le cas, encore une fois, posez-moi des questions sur le Discord. Je serai relativement dispo, même pendant les grandes vacances, pour vous aider à préparer votre entrée en seconde, que je vous souhaite la plus réussie possible. A très vite pour encore quelques exercices sur les fonctions affines, et puis vous allez voir des fonctions affines un peu particulières, plus simples en réalité, qu'on appelle les fonctions linéaires et les fonctions constantes. Bonne journée!